Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenas Aires Calcio. Merci d'être là déjà dans les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Ce soir donc, de quoi allons-nous parler? Il s'est passé quand même trois choses très très intéressantes ce week-end. En plus de ce que Cotonou est en train de vivre, c'est-à-dire un 3-0 pour l'Atalanta contre Frosinone, d'après ce qu'il dit. Donc voilà. Mais oui. Ce week-end, il s'est passé plein de trucs en Espagne, avec la Super Coupe d'Espagne, on va débriefer un petit peu. Pas la Super Coupe d'Espagne, mais quels impacts ça peut avoir sur le Barça et sur le Real. En Angleterre, ouais, effectivement, Kif Kony, tout à fait. Déjà, bienvenue, Kif Kony, bienvenue au Cotonou Joe, bienvenue, on veut la vraie Ligue des Champions. Et la mini Ligue des Champions, ton fils qui est avec toi, franchement, ça me fait super plaisir, trop cool. Et donc oui, le meilleur c'est Kevin, absolument, parce que Kevin De Bruyne est revenu sur les terrains et directement on a vu que c'était lui le meilleur, donc j'avais envie un petit peu d'en parler justement. Et puis le Bayer Leverkusen, j'avais envie de parler un petit peu du Bayer pour voir un petit peu ce qu'ils ont encore réalisé ce week-end et ce qu'ils réalisent depuis le début de saison, parce que oui, bien sûr, on peut dire c'est une super équipe, etc. Mais si on rentre un petit peu dans le détail, on s'aperçoit que c'est pas une super équipe, c'est une équipe exceptionnelle, quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc voilà. Donc je vais un petit peu parler de tout ça. Bien entendu, vous connaissez Buenos Aires Calcio, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. À côté de ça, c'est avec plaisir que j'en parlerai et que je vous donnerai mon avis, bien sûr, bien entendu. Donc voilà. Donc apparemment, Charles de Ketteler a marqué un but extraordinaire. La Hernandez, tu veux dire le but d'hier contre la Roma, la gamelle là, transversale rentrante, bisous. D'ailleurs, la déviation de Giroud était absolument délicieuse. Giroud exceptionnel encore sur ce match-là. Un but de la tête à bout portant, et puis cette passe décisive magnifique pour Théo Hernandez, sans compter toutes ses actions défensives dans la surface, sur les corners, etc. Il a fait des trucs absolument dingues hier, Olivier Giroud. Pour moi, c'était le meilleur joueur du match. Voilà. Après, ça n'engage que moi, mais vraiment hier, c'était du très haut niveau contre la Roma. Donc on va commencer tranquille avec Xavi, clap de fin pour Xavi, c'est ça la question un petit peu provocatrice que je pose, parce que c'est vrai que hier, c'était hier, ce week-end, oui c'était hier, a pris une vraie leçon de football contre le Real, donc c'est vrai que il y avait pas photo, c'était assez criant. Alors c'est vrai, le Real, le Barça a beaucoup de blessés, ça c'est absolument vrai. Ils ont eu énormément de blessés ces derniers temps. Gavi, qui est absent toute la saison, entre autres, mais c'est vrai qu'ils ont eu pas mal. Même Rafinha, quelques minutes avant le début du match, a eu une blessure. Donc ça, c'est clair que c'est factuel. Sur ce match-là, effectivement, le Barça n'était pas complet, on va dire. Je vais quand même faire un petit tour sur les commentaires. Vinicius hier soir, masterclass. Par contre, la défense du Barça hier, niveau N1. Et au Real, non. Tchouaméni, défenseur central, donc pas d'excuses. Oui, alors justement, j'allais y venir, t'as tout à fait raison, on veut la vraie Ligue des Champions. Donc le Barça a eu des absents, ça je suis tout à fait d'accord, et c'est vrai, ils en ont. Mais ça change pas qu'en face aussi, c'est la même chose, énormément de blessures très très long terme, effectivement, Tchouaméni en défense centrale. Donc c'était même pas une excuse, les blessures. C'était ça que je voulais dire, on veut la vraie Ligue des Champions. T'as raison. C'était pas une excuse, et puis surtout finalement, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde les prestations récentes du Barça, en fait ce sont des prestations qui sont vraiment pas du tout bonnes en fait. Donc ça c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant d'avoir ce type de prestations pour un club comme le Barça. Moi en tous les cas j'avoue que je suis de plus en plus déçu, et d'ailleurs, si réellement je prends l'ensemble du mandat de Xavi au Barça, en fait, je suis déçu depuis le début. Depuis le début, je m'entends dire que le tiki-taka cher à l'équipe du Barça et en particulier à Xavi, en fait, n'a jamais été vu avec ce Barça-là. Alors oui, bien sûr, il n'y a pas les mêmes joueurs. C'est sûr que quand vous n'avez pas Xavi, Iniesta
Je vais jamais y arriver, bien sûr. Allez, c'est reparti. J'ai encore perdu un nom. Mais bon, bref. Vous voyez qui je veux dire, hein, celui de l'Inter Miami. Je sais pas pourquoi j'ai perdu son nom. Le célèbre milieu de terrain espagnol, Busquets. Voilà, merci beaucoup. On veut la vraie Ligue des Champions. J'ai des trous. Faut que je mange du poisson. Et Busquets, forcément, derrière, le jeu est compliqué. Alors, c'est vrai que De Jong, on avait énormément d'espoir sur De Jong, mais il n'y a rien qui passe. Et j'ai l'impression, même que au niveau technique, en fait, technico-tactique, Xavi, en fait, il est limité. Il a beaucoup de mal à avoir un vrai plan de jeu pour son Barça. En tous les cas, c'est ça qui rejaillit de ce niveau un peu famélique du Barça, parce qu'au niveau du jeu, excepté qu'ils ont des joueurs qui arrivent à faire des 1 contre 1 qui sont plutôt bons, hein, de temps en temps, en fait, hein, c'est même pas constant, mais c'est vrai que Lewandowski la saison dernière était très très bon. Ter Stegen, par exemple, a assuré une défense de fer, hein, et on voit, depuis qu'il est plus là, la défense du Barça se fait ouvrir, mais de façon hallucinante, mais à chaque match de championnat, en fait, ça peut être une piquette. Donc oui, effectivement, c'est très compliqué. Moi, en tous les cas, je suis assez surpris du niveau du Barça. On veut la vraie Ligue des Champions qui nous dit le Barça, ils sont vérifiés s'ils ont vraiment engagé Lewandowski du Bayern, ou son frère, t'as tout à fait raison. Le chocolat noir aussi, c'est bien pour la mémoire. Merci Okotonujo, c'est gentil. Bah, je ferai du poisson au chocolat noir, comme ça ira plus vite et j'aurai plus de trous. Donc voilà. Donc c'est vrai que là, on peut vraiment commencer à se poser la question, est-ce que, enfin, en championnat, ils sont vraiment lâchés, ils se sont fait détruire par le Real, là, en Supercoupe. Ça va être très compliqué, je pense, de terminer, d'être à la lutte avec le Real et avec Girone pour le championnat. Je crois que c'est même, on peut considérer que c'est quasi terminé, vu le niveau de jeu du Barça. Donc ouais, je pense que ça va être très compliqué, et je pense que c'est une vraie question de se demander si t'as envie de continuer avec Xavi ou pas. Moi personnellement, si j'étais dirigeant du Barça, là maintenant, alors que t'as une demi-saison avec la Ligue des Champions, avec la Copa del Rey, etc., bah, je pense que ce serait le bon moment pour prendre une décision sur l'avenir de Xavi. C'est pour ça que j'ai posé la question, clap de fin pour Xavi. Je pense sincèrement que Xavi est arrivé en bout de course, si tenté qu'on puisse considérer qu'il ait commencé sa course en fait. Hein. Donc voilà. Yolé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un but de l'Atalanta au Cotonou. Ah, vous êtes dans une bonne période en ce moment, attention, hein, vous avez sorti Milan de la Copa, là vous êtes en train de détruire Frosinone, qui a fait un très bon début de saison, pourtant Frosinone, mais bon, là ils sont un petit peu en bout de course quand même, c'est normal, hein, c'est une petite équipe. Ah, tu faisais Shakira à cause de Piqué, ah voilà, bravo. C'est Bologne qui va mal en ce moment. Ouais, c'est vrai que Bologne a du mal, ils ont du mal en tous les cas, à confirmer leur statut, hein, parce qu'on les avait vus tout en haut, et c'est vrai que c'est pas très 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 facile. Hein. Là encore ce week-end, ça a été compliqué contre le Genoa. Donc ouais, ils sont Okotonjo qui nous dit ils sont en train de prendre la sauce Bologne, forcément. La sauce, c'est normal. Elle est très bonne, elle est très bien. C'est dommage que je doive l'expliquer parce que les gens voient pas le chat sur le podcast, donc je suis obligé de l'expliquer, mais oui, elle est très marrante. Et pour en revenir au suivi du Barça, si tu vires Xavi, tu mets qui à sa place? Très compliqué. Oui, effectivement, c'est vrai. Hein, ça, je suis d'accord que comme ça, j'ai personne sous la main pour reprendre le Barça. Maintenant, il y a quand même, si tu regardes bien, quand même, l'effectif du Barça, il y a quand même du matériel. Hein. T'as pas besoin de, tu sais, en fait, quand Xavi est arrivé, le club était limite en dépôt de bilan. Tout le monde s'imaginait que le club allait renaître de ses cendres en s'appuyant sur la Masia. Et puis finalement, quand tu regardes l'effectif, en fait, Masia rien du tout. C'est que des joueurs qu'ils ont recrutés extrêmement cher, un peu partout, à gauche à droite. Si tu regardes, en fait, il y a quasi rien, hein, excepté Gavi, même Pedri hein, n'a pas été formé à la Masia, hein, il était formé ailleurs en Espagne, donc il a été recruté, oui, alors jeune et pas cher, et il se trouve que c'est un très bon joueur, ça, il y a pas photo, ça change pas que finalement, excepté Gavi, et puis bon, après des Lamine Yamal ou des choses comme ça, mais qui sont pas des titulaires en fait. Donc en fait,
t'as quand même un très gros effectif de joueurs, de très bons joueurs finalement. Hein. Tu vois, entre les De Jong, les Rafinha, les Lewandowski, Ferran Torres, etc. Même Joao Félix, c'est Araujo et tout. Normalement, tu dois quand même réussir, même Koundé, tu dois réussir à faire quelque chose. Donc je pense que si tu prends, je sais pas, un coach du style, je dis n'importe quoi, mais Oliver Glasner, d'accord, de Francfort, enfin l'ancien coach de Francfort qui a gagné l'Europa League avec Francfort, je suis désolé, mais moi je pense que Oliver Glasner, tu le mets au Barça avec cette équipe-là, je te garantis qu'il fait mieux que Xavi. Parce que Oliver Glasner, c'est un vrai coach. C'est pas un gars qui tout d'un coup a été vu un peu comme une espèce de... En fait, le Barça, ils se sont inventés une happy end avec Xavi en se disant ce qui nous est arrivé dans les années 2005-2006, 2007-2008, on va le faire en fait. C'est-à-dire on sort d'une très grosse période et on était un petit peu hors de forme, on se faisait rouler dessus par le Real et on a repris Guardiola et tout d'un coup Guardiola tout a pris et puis c'était parti pour à nouveau pas une dizaine d'années mais 6-7 ans de domination du Barça. Et puis finalement ils se sont dit avec Xavi on va le refaire, mais pas du tout parce que Xavi quand il est arrivé il a pas du tout la même génération. Hein. Je veux dire comment est-ce que tu peux imaginer que deux fois d'affilée on va dire sur 15 ans tu te retrouves avec deux générations où dedans dans cette génération tu as Puyol, tu as Busquets, tu as Xavi, tu as Iniesta, tu as Léo Messi. Enfin, je veux dire, faut imaginer, vous avez 5 joueurs qui sortent de votre sorte de formation, donc, plus tu peux considérer Valdés aussi, et ces 5 joueurs qui sortent de ton centre de formation, qui font la moitié de ton équipe, sont quasi les meilleurs joueurs du monde, voire même pour certains, probablement, tu peux te demander si c'est pas les meilleurs joueurs de l'histoire à leur poste, donc, je veux dire, c'est incroyable, tu vois. Je veux dire, Iniesta, Messi, tu peux te demander si ces deux joueurs-là, à leur poste, c'est pas les meilleurs de l'histoire, d'accord ? Je dis pas que c'est les meilleurs joueurs de l'histoire en général. Je dis juste à leur poste, tu peux y penser, quoi. Et ça, c'est des joueurs, tout d'un coup, tous ensemble, ils sortent de ton centre de formation. Mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est normal. Guardiola est ok, il a gagné avec eux et tout, bien entendu, mais en même temps, il avait une qualité de niveau de jeu, mais absolument phénoménale. Donc voilà, moi je pense, tu vois, un truc du style Oliver Glasner par exemple, mais bon, il n'y a pas que lui, hein, des bons coachs, il y en a, hein, donc voilà. Zidane, coach du Barça, dit on veut la vraie Ligue des Champions. Oui, pourquoi pas. Écoute, Zidane, je me demande si vraiment il va recoacher encore, en fait, parce que il est tellement restrictif dans ses choix, que j'avoue que je commence à me poser la question de est-ce que finalement l'histoire de Zidane c'est terminé et que la prochaine fois qu'il coachera ce sera en 2026 ou 2027 après la Coupe du Monde, l'équipe de France. Et je pense qu'il n'aura plus jamais de coach, hein, parce que donc il lui faut la Juve, mais bien sûr il lui faut une Juve qui peut gagner la Ligue des Champions. Il lui faut pas de club où ça parle anglais. Il lui faut pas de... Enfin, tu vois, c'est ça le problème, c'est que non seulement il lui faut, effectivement, tu as tout à fait raison, on veut la vraie Ligue des Champions qui dit, bon, Domenech est libre. Bon, ça, oui, bien sûr, pour le Barça, ce serait parfait. Moi, personnellement, ce serait mon rêve hein, d'avoir Domenech qui entraînait le Barça, vous le savez. Hein. C'est vraiment mon rêve ultime. Mais après, il dit donc, bien sûr, le Zidane, il va coacher Marseille, on est bientôt vendu. Oui, a priori, il y a des rumeurs, mais bon, c'est des rumeurs que j'entends depuis 5 ans, hein, on veut la vraie Ligue des Champions, comme quoi le PIF, donc le fonds d'investissement saoudien, serait sur le point d'acheter l'Olympique de Marseille. Bon, franchement, je le souhaite au championnat de France, je le souhaite à Marseille, et effectivement, dans ce cadre-là, probablement que Zidane entraînerait l'Olympique de Marseille, parce que là, il aurait les moyens d'entraîner une équipe qui peut gagner avec des champions. Ça, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Mais le problème, c'est ça, c'est qu'en gros, excepté les 3 gros clubs qu'il a fait, enfin, même pas, il en a fait 2 dans sa carrière, et le 3e, c'est parce qu'il est né dans cette ville, mais en gros, il ne peut entraîner que la Juventus, Marseille ou le Real Madrid. Donc c'est compliqué, quoi, hein, honnêtement. C'est pour ça que il faut vraiment que, pour que Zidane redevienne entraîneur, il faut vraiment que toutes les planètes soient alignées, parce qu'en plus, il veut bien reprendre le Real, la Juve ou Marseille, mais en étant sûr d'avoir une équipe qui peut gagner avec des champions. Donc, ça commence à devenir très compliqué. Hein. Il veut pas faire un quart de finale, quoi. Ça l'intéresse pas. donc voilà, c'est complexe. Un petit tour dans les commentaires. Zidane, il coach des bouquetins pour les coups de tête. Ok, ouais, celle-là aussi est bien. là c'est du sérieux. Il reste que Londoria qui va partir à la fin de saison. Ça sent la vente. Zidane, coach de Bordeaux en N1. Ouais, ou peut-être de Bordeaux. Hein. On va savoir. Ça, franchement, je suis sûr qu'il est capable de faire ce genre de choses, en fait. C'est-à-dire plutôt aller coacher en N1. Et puis comme ça, il a aucune pression. Il dit de toute façon, voilà. Plutôt que de coacher un club où tu peux rien faire avec. Zidane attend la Super League, peut-être. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je ne sais pas si la Super League donnera des moyens à des clubs de gagner avec des champions et que ça débloquera quelque chose, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Puis s'il s'engage en 2025, en se disant en 2026, le contrat de Deschamps est terminé, bah en fait, s'il prend pas de club, on va dire en 2024 là, il en prendra pas non plus en 2025 parce que il attendra probablement la sélection et il aura sinon un contrat en cours. Enfin bref, tout est compliqué en fait avec Zidane. Hein. C'est très compliqué. Donc voilà. Ça sent la vente, c'est vrai. En tous les cas, tout le monde démissionne de l'OM, hein, excepté Longoria qui, lui, vous le savez, hein, vous savez pourquoi il démissionne pas. Hein, il démissionne pas parce qu'il avait un contrat de je sais plus combien d'années, 3 ou 4 ans, et que s'il démissionnait avant la fin des 3 ou 4 ans, en fait, il était obligé de rétrocéder tous ses salaires des 3 prochaines années. Il faut qu'il aille au bout de son contrat pour toucher son salaire. C'est assez hallucinant, mais c'est comme ça. Donc lui, c'est sûr, il va pas démissionner. Donc voilà. La FFF, il l'a en viager, ouais, c'est clair. Masterclass, le cas Lodi de Longoria d'ailleurs, oui, alors je sais pas quoi en penser. Je sais pas ce que t'en penses, toi qui es supporter marseillais, mais c'est vrai que tu recrutes un joueur comme Renan Lodi qui est plutôt pas mal pour le standing de l'OM actuel, hein, je parle. Hein. C'est plutôt bien. Ok, il est pas très bon au début, mais après là il se met un petit peu au niveau. Et puis au mercato d'hiver, direct. En fait, tu le revends parce qu'il y a moyen de se faire 3 cacahuètes sur son transfert. Un transfert à 20 millions d'euros. Je sais pas combien il l'avait acheté, mais il me semblait que c'était 11, un truc dans le genre. Je sais plus exactement, mais il me semblait que c'était dans les 11. Et donc, pour prendre 9 millions d'euros, en fait, tu hypothèques un peu ton avenir sportif, hein, parce que donc, il faut de l'adaptation quand même à un joueur de haut niveau pour pouvoir donner sa plénitude dans son niveau. Et c'est la même chose, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Lodi, hein. Au début il n'était pas vraiment performant, donc voilà, donc c'est un peu, je sais pas, moi j'avoue que c'est pas non plus, ça te donne pas un avenir sportif. Les signaux qui sont envoyés sont quand même assez bizarres au niveau sportif en tous les cas. Ouais, 13 millions et 20% à la revente, d'accord, donc ouais, c'est ça, tu vas gagner 6-7 millions, quoi. Franchement, c'est compliqué. Hein. Ouais, mais ils sont classés top 4 cette année. Non, pas en ce moment. Ils sont pas top 4. Je dis pas que ce sera pas le cas à la fin de saison, mais pour l'instant, ils sont pas top 4. Donc voilà, non, ils ont eu un début de saison assez compliqué, même si là, ils avaient enchaîné des bons résultats avec Gattuso sur ces 3-4 derniers matchs. Mais là, ça ralentit, donc ouais, non, c'est compliqué pour l'OM. En ce moment, ils ont des points en retard qu'ils ont accumulés au début de saison avec l'épisode Marcelinho, et puis là, ils n'ont pas fait de série positive suffisamment longue pour récupérer ces points de retard. Donc voilà. Bref, clap de fin pour Xavi. On verra bien. Après, de l'autre côté, le Real, ils sont en roue libre. Hein. Honnêtement,
même avec toutes les blessures, Carlo arrive à trouver des solutions. Moi, c'est juste le petit Arda Turan Arda Güler. Oui, j'adorais Arda Turan qui tout d'un coup a disparu du football de haut niveau alors qu'il était très très bon. Bref. Arda Güler qui m'inquiète un petit peu parce que je trouve que son comportement sur le terrain à négocier les coups francs, les corners, trucs comme ça, à prendre la tête pour tirer un penalty, enfin je veux dire t'es au Real, t'as des gars comme Kroos et Modric sur le terrain, si c'est eux qui tirent les corners ou les coups francs, c'est eux qui tirent les corners ou les coups francs et puis tu te tais en fait. T'as beau talentueux, pas talentueux, t'es au Real en fait. De toute façon, des gens talentueux, je vais te dire, je t'annonce, hein, ils sont tous talentueux. Il y a personne qui est nul au Real. Donc bon, peut-être Nacho, mais à part lui, c'est tout quoi, tu vois. Et encore, il est pas nul, c'est juste qu'il est un peu moins talentueux que les autres, et encore, il a une volonté de dingue. Donc voilà, mais c'est donc je sais pas, hein, je vois pas, moi, il m'inquiète ce petit Arda Güler. Je nie pas son talent. Je dis juste que, attention, hein, le jeune homme, il a un melon sévère. Hein, c'est un melon Jérôme Roten. Hein. On est pas mal à ce niveau-là. Donc bon, surtout que pour l'instant, il casse pas 3 pattes à un canard. Hein, je veux dire, c'est pas non plus. Ok, tu vois qu'il a du ballon, bien sûr, mais c'est pas du tout un truc de fou, quoi. Donc voilà. Marcelinho qui va d'ailleurs bien à Villarreal, ouais absolument, c'est clair que le gros souci que Marcelinho a rencontré à l'OM essentiellement, c'est que l'effectif n'était pas du tout fait pour son 4-4-2. Donc voilà, vu qu'on sortait d'une période où ils ont joué en 3-5-2 quasi tout le temps, voire en 3-4-3, enfin bref, en tous les cas, à 3 défenseurs, quasi tout le temps. D'ailleurs, Gattuso a essayé aussi au début de jouer à 4 défenseurs, il s'est vite aperçu que ça marchait pas, il est repassé à 3 défenseurs, enfin à 5 plus exactement, 3 défenseurs centraux. Donc voilà, et Marcelinho, il est monotactique. Hein. C'est simple, il n'y a pas de plan B chez Marcelinho. Lui, il changera jamais, quoi. C'est un gars, il vit, il meurt avec son 4-4-2, et le 4-4-2, ça marchait en 1996. Hein. Moi, dans PES, par exemple, j'utilisais en permanence le 4-4-2. On va dire que c'est mon système préférentiel, le 4-4-2. Mais bon, on est en 2024, et 2024, le 4-3-3 commence déjà à être un petit peu ringard. Donc je te raconte pas le 4-4-2. Donc voilà, on est plutôt sur du 3-4-3 ou du 3-5-2 maintenant. Hein. C'est un peu ça. Et puis des systèmes un peu hybrides. Là, son 4-4-2, il est un peu trop old school, quoi. Mais bon, quand tu as en tous les cas l'effectif pour jouer en 4-4-2, déjà, ça peut mieux marcher. Des joueurs qui font vraiment des efforts sur les couloirs. Parce que c'est surtout ça le gros souci. Hein. C'est les deux ailiers du 4-4-2 qui sont les deux pièces maîtresses, en fait. Hein. Si ces joueurs-là sont pas talentueux offensivement et besogneux défensivement, t'es mort. Hein. Ton 4-4-2, il n'existe plus. Hein. Il est mort. Hein. Il est dead. Si en revanche, tu as ces joueurs-là, alors là, ton 4-4-2, il peut faire très très mal. Mais comme c'était le cas dans PES, le plus difficile, c'était de trouver ces deux joueurs-là. Moi, à l'époque, j'avais Jefferson Farfan que je prenais, et dans Jefferson Farfan dans PES, en League Master, il se développait de ouf. Donc voilà, Jefferson Farfan à droite, et puis à gauche, je m'arrangeais. Je mettais d'autres gars, et puis devant, bien sûr, un petit Adriano, et puis un R9, voilà quoi, des trucs comme ça. Donc voilà. Ça me rappelle plein de trucs. C'était très très bien. Alors, on fait un petit tour dans les commentaires. Carlos El Sourcil. Et oui, Carlo, effectivement, le sourcil. Hein. Hier, il a fait un coup de sourcil. Tac, il a dissous le Barça en Supercoupe. En plus, en championnat, Gérone a fait nul ce week-end. Un week-end parfait pour le Real. Oui, alors il va falloir prendre les 3 points jeudi, parce que je crois que le match en retard du Real, c'est jeudi. Donc, il faudra le prendre, parce que là, ils sortent quand même d'un déplacement en Arabie Saoudite, avec 2 matchs quand même très engagés. Hein. On va dire, alors la finale un peu moins que la demi-finale, mais la demi-finale Real Atlético, c'était sportif. Donc prendre les 3 points, ça va pas être si facile que ça, hein, mais bon. Le Barça, ils ont qu'à débaucher le coach de Girone. Ouais, c'est vrai, en plus c'est quand même le frère de Guardiola, hein, qui est président du club de Girone, et c'est vrai que ça pourrait être une bonne histoire. Bah, après, en cours de saison, je pense que ils peuvent pas le faire, mais en fin de saison, ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, avec le trophée d'hier soir, Florentino Pérez a plus de trophées que Bernabéu. Ouh, 33, pas mal, je savais pas.
Je trollais pour Marcelino à Villarreal, si tu as vu leurs résultats. Ah ouais, c'est vrai. Non, alors, je crois qu'ils ont quand même eu une bonne période, Villarreal, il me semble. Après, ces derniers temps, c'est vrai que c'est un peu moins bien, t'as tout à fait raison. Mais ça tourne quand même à peu près. Et puis surtout, il a un projet à long terme. Villarreal lui a fait... il est venu avec beaucoup de gens, un petit peu du style Emery à Aston Villa. Emery à Aston Villa, il a ramené la MIF. Hein. Il y a que des Espagnols partout, un petit peu comme Guardiola a fait à Man City, hein, avec Tixi Berkenstein. C'est ils ont Marcelino à Villarreal a fait la même chose. Alors bon, mettre des Espagnols à Villarreal, c'est déjà plus simple que à Manchester City. Mais il est venu avec quasi toute la direction sportive, ça vient avec lui, et il a un projet style sur 3 ans avec Villarreal pour reconstruire l'équipe, le club et tout. Donc bon, il a du temps devant lui pour travailler. Moi, mon 4-4-2 sur Football Manager 2024 avec mon Bolton, il va bien. Je suis premier en One League. Tu vois, c'est pour ça que Football Manager, ça a des limites. Hein. Ouais. Ça a des limites parce que jouer en 4-4-2 en 2024 en Championship, enfin pas en Championship, mais en l'occurrence dans une ligue anglaise, normalement ça marche pas. Ça marche pas parce que trop d'impact, trop de 1 contre 1, etc. Normalement ça marche pas. Donc Football Manager c'est bien, mais ça marche pas tout le temps. Donc voilà. Enfin bon, voilà, écoutez, on a parlé un petit peu de la Super Coupe, on a parlé du Real, un Real qui se retrouve, hein, même surtout un Vinicius qui se retrouve. Alors il était blessé, mais là c'est vrai que son triplé, mais pas que, hein, même ses derniers matchs étaient bons. Donc voilà, donc c'est très très bien. Le départ de Benzema aussi, il a fallu qu'il trouve un petit peu sa place dans l'équipe. Donc voilà. Pipovici, salut, bienvenue, salut à tous, j'ai loupé le début, mais juste un petit mot pour Xavi, bien fait, il est arrivé très arrogant à sa prise de poste au Barça sur ses prétentions de jeu, et Carmel a rattrapé absolument. En Espagne, la Real Sociedad, compliqué, sans Kubo, ça fait mal, oui. Bah c'est clair, hein. Ouais, c'est clair. Et puis la Real Sociedad est dans la période qu'elle n'aime pas, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, elle a souvent un trou. Alors, il se trouve qu'en plus, le coach de la Real fait quasi pas tourner son effectif. Donc voilà. La réalité du mois de janvier n'est souvent pas celle du mois de février et du mois de mars, on le sait. Donc pour l'instant je tire pas trop de plans sur la comète. Le PSG est en forme, ça c'est vrai, mais bon, c'est pas non plus, ça veut rien dire en fait, parce que un huitième de finale contre le PSG, tu vas chercher des forces que tu n'as pas quand tu joues un obscur match de championnat. Bon alors là c'était pas un obscur parce que c'était quand même le derby du Pays Basque, mais quand tu joues un match au mois de janvier, juste après la reprise, il fait froid, etc. Voilà. Et puis ton joueur majeur est en Coupe d'Asie. Enfin bref. Voilà. On verra quand tout le monde sera là au mois de février. Mais moi, je suis pas encore très inquiet pour la Real et je pense toujours que ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain. Je dis pas que Paris va pas passer, je dis juste que ça va être compliqué. Donc voilà. Barcola, apparemment, j'ai pas vu le match, mais apparemment, effectivement, il a fait un très bon match hier. Tout à fait. Il est en forme en Ligue 1, oui. Sans Mbappé, ils sont dead. Le Paris Saint-Germain. Oui. Bah, après, je pense que tu retires Vinicius du Real ou tu retires, tu vois, par exemple, Kevin De Bruyne. Ça me fait une parfaite transition vers le deuxième sujet quand même, parce qu'il est déjà 21h25. Mais le deuxième sujet, c'est donc meilleur sans Kevin. Bah oui, on a bien vu, hein, le Manchester City sans Kevin De Bruyne, le Manchester City avec Kevin De Bruyne, c'est pas la même chose. C'est exactement le discours que j'avais sur le Ballon d'Or cette année où je disais que le meilleur joueur du monde la saison dernière, c'était Rodrigo ou Kevin De Bruyne. Je pense effectivement que Manchester City n'existe pas sans ces deux milieux de terrain. On pouvait même se poser la question sur Gundogan, quoique malheureusement Kevin De Bruyne a été blessé quand même une très grande partie, donc voilà. Mais c'est clair que les joueurs majeurs dans les équipes qui gagnent les Ligues des Champions, je le redis, je le redis, vous l'avez déjà entendu sur Buonasera Calcio, je le dirai jusqu'à ce que ça change dans le foot, hein, parce que je vais pas dire ça jusqu'à ma mort, parce que ça peut changer, ça va changer. Dans le football des années 2000, c'était pas ce que je vais vous dire, c'était pas ça qui faisait gagner une équipe, mais en 2024, ce qui fait gagner une équipe, c'est des milieux de terrain de très 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 haut niveau. C'est ça qui fait gagner une équipe, la Ligue des Champions. Après,
En championnat, tu peux te débrouiller avec d'autres choses, comme le Barça l'année dernière, par exemple. C'est la défense qui les a fait gagner, très clairement. Ils ont pris 10 buts en 38 matchs, un truc dans le genre, ou 11 buts en 38 matchs. Oui, Ter Stegen est incroyable, et quand il est pas là, on voit ce que ça donne, c'est opération porte ouverte. Voilà, voilà. En championnat, ça peut changer. En Ligue des Champions, ce qui fait gagner depuis 2018, même avant, 2017, 2015 même, jusqu'à maintenant, c'est les milieux de terrain, c'est pas les attaquants. Donc voilà, ils peuvent donner le ballon d'or à Messi, donner le ballon d'or à Erling Haaland, etc. Ça change pas que les vrais ballons d'or, c'est les milieux de terrain, et en particulier à Manchester City, où Kevin De Bruyne, en 5 minutes, marque un but à la Kevin De Bruyne, c'est-à-dire un plat du pied qui met là où il faut le mettre, sans se prendre la tête, sans essayer de frapper fort, juste en la plaçant. Puis ensuite, il fait une passe délicieuse, un petit peu à la Pirlo, à un joueur qui est très talentueux, Bob. Donc voilà, quoi. Non, franchement, extraordinaire. Allez, un petit tour dans les commentaires. Kevin De Bruyne en 5 minutes, il a mis tout le monde d'accord. Bon, sur le dernier but, sa passe est incroyable, mais le but de Bob, faut le mettre aussi. Ah oui, c'est clair, c'est ce que je disais. Bob est un très bon joueur, et son double contact, le contrôle, puis ensuite le double contact, il est sportif. Hein. Faut y aller, ça va très vite. Hein. Il est revenu plus fort avec des cheveux plus longs, comme Son Goku Transformation 3. Effectivement, en tous les cas, moi je trouve que ça lui va bien cette coupe de cheveux, mieux que sa coupe de redneck là. Au moins là, il a une tête un peu ça lui va bien, je trouve, ça lui donne un peu de charisme. Kutonujo, sa coupe, ça se voit qu'il a privilégié la convalescence au coiffeur. Ouais, je pense que c'est madame qui a pris les commandes des opérations et qui lui a dit bon allez, ça suffit ta coupe de redneck là. Donc voilà. On veut la vraie Ligue des Champions. On l'a vu lors de la finale entre City et Chelsea, Guardiola qui avait mis Rodri sur le banc. C'était un choix très bizarre. Et oui, et d'ailleurs ils ont perdu cette finale. Et d'ailleurs ils ont perdu cette finale 1-0 sur un but de comment il s'appelle, Havertz. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un appui-remise dans l'axe du terrain. Zone qui d'habitude est couverte par Rodri parce qu'il fait les efforts pour non seulement aller presser mais ensuite revenir et suivre les joueurs qui plongent dans le dos. Et en fait c'est ça qui s'est passé, c'était un appui remise avec un appel dans l'espace libre, hein, je sais pas si vous vous souvenez, en fait tout d'un coup ça s'est ouvert au milieu de la défense parce qu'en fait le défenseur central était monté et comme personne n'avait suivi Havertz, et d'habitude c'est Rodri qui fait ce type de travail, personne n'avait suivi Havertz dans l'espace derrière les défenseurs centraux qui avaient voulu être agressifs sur le joueur qui faisait l'appui et qui a fait la remise derrière. En fait il y a eu un gouffre total et ils ont pris un but, celui-là, et merci, c'est gentil d'être venu. Ils ont perdu une Ligue des Champions juste comme ça pour un truc que Rodri fait en permanence. donc voilà, quoi. Bref, moi je suis comment dirais-je, j'aime pas trop l'esthétique de Rodri, mais j'adore absolument le talent de ce joueur, c'est-à-dire en termes de replacement et en termes de sobriété. C'est quelqu'un qui est d'une sobriété extrême et qui a toujours la passe juste, le tempo juste, etc. Il me fait énormément penser à Busquets dans une version beaucoup plus physique, beaucoup plus dynamique. En gros, il a les qualités de Busquets avec le physique d'un milieu box-to-box de 2024. Donc c'est extrêmement impressionnant ce qu'il fait. C'est beaucoup moins spectaculaire que Kevin De Bruyne parce que Kevin De Bruyne voit des passes que personne ne voit, a une frappe de balle des deux pieds qui est incroyable, une qualité de centre incroyable, etc. Donc c'est beaucoup moins spectaculaire. Ça change pas que celui qui marque le but décisif en finale de Ligue des Champions, c'est Rodri. donc voilà quoi. Et c'est pas Gundogan et c'est pas Kevin De Bruyne. Bon, Kevin De Bruyne n'était pas là. Enfin, il était là, mais très peu de temps. Donc voilà. On l'a vu, t'aimes bien le style de Haaland, son style esthétique, je déteste. Je déteste. Autant je reconnais que c'est le meilleur finisseur qui existe sur la planète à l'heure actuelle, hein, à plein de niveaux, c'est-à-dire en termes de puissance, d'effort, de placement, surtout de placement, parce que finalement, techniquement, il est horrible. C'est très très moche de voir jouer Erling Haaland, conduire la balle, faire une passe, frapper, rien n'est beau.
Tout au contraire de Kevin De Bruyne, par exemple. Enfin, je sais pas. Kevin De Bruyne, quand il fait une passe, c'est beau. Quand il frappe la balle, quand il fait un centre, c'est joli. C'est harmonieux. Tu vois que c'est beau. Haaland, rien n'est beau. Même ses frappes sont pas belles. Ses reprises de volée sont moches. Rien n'est naturel. En revanche, j'admire ça, son sens de la finition, ses efforts pour être toujours au bon endroit au bon moment, etc. Et puis sa puissance aussi. Non, c'est beaucoup de travail. Donc ça, j'admire ça. Mais alors, dégueulasse. Hein. Franchement, c'est horrible. Et il y a des joueurs comme ça. Il y en a plein, des joueurs comme ça. Hein. C'est pas... Enfin, je veux dire, Inzaghi, est-ce que j'aimais son esthétique? Non, j'aimais pas son esthétique à Inzaghi. Je trouvais ça pas beau. Voilà, Kaka par exemple, c'était beau. Je sais pas, Boban, Savicevic, on en a eu des joueurs extraordinaires au Milan où tout était beau. Maldini par exemple, sa façon de jouer, de défendre, Nesta. Alors je pense que c'est le défenseur le plus beau du monde au niveau technique. Voilà, des joueurs comme ça. Au Milan, on a eu énormément d'excellents joueurs. Et on a eu aussi des joueurs qui étaient moches à voir jouer. Gattuso, par exemple, est-ce que tu peux considérer que t'aimes l'esthétique de Gattuso quand il conduit la balle ou quand il fait une passe? Non, c'est moche. Donc voilà, ça change pas que c'est probablement un de mes chouchous avec Paolo, quoi. Pour moi, voilà. Mais bon, bref. D'où son surnom le cyborg, effectivement. Si je fais un cyborg, il bougera pas comme ça, Diogo Tonuccio. Pipo Vici, avec le même gabarit, Zlatan, c'était hyper esthétique. Absolument, t'as tout à fait raison. Tout à fait, exactement. Zlatan, c'est vraiment super esthétique. Quand il a... Le plus esthétique de tous, c'est Pirlo. En tous les cas, il avait son esthétisme. C'est vrai. Je trouve pas que ce soit le plus esthétique de tous, mais il avait son esthétique. Je trouve que Zidane était très esthétique. Il avait quelque chose, Zidane, quand il faisait un contrat. Par exemple, Rui Costa était incroyablement esthétique. Toujours la tête levée, le regard au loin, ses chaussettes baissées, ses contrôles étaient soyeux et tout. Non, il y avait ouais, c'est clair. Baggio était très esthétique aussi. Baggio était incroyablement esthétique. Totti, bref, il y en a des joueurs qui étaient esthétiques et puis d'autres qui sont très moches, mais qui sont très efficaces. Et puis il y a Diakité, tout à fait, t'as tout à fait raison. Cotonuccio, Anne Pipovici, même un Giroud avec un gabarit imposant est assez esthétique. Oui, en tous les cas, beaucoup plus que Erling Haaland, c'est clair. Et pourtant, en termes de gabarit, c'est relativement la même chose. Tu vois, par exemple, la douceur de sa remise hier pour Théo Hernandez, c'est vraiment extraordinaire. Cheikh Diabaté, ouais. Cheikh Diabaté, très esthétique. Cazard a adoré l'esthétisme de Cheikh Diabaté. Ouais, absolument. T'as raison, Pipovici. Donc oui. Dans les joueurs, Ronaldinho par exemple, bah oui, c'est vrai, on l'a oublié, mais bon, Ronny, extraordinaire, beaucoup plus que Messi par exemple. Oui, c'est Diakité, ouais. J'étais sûr au Cotonuccio que tu voulais parler de Cheikh Diabaté, c'est clair. Pas de Diakité. Mais bon, on a compris. Pipovici l'a compris. En parlant de Cazard, sa chanson sur Kolo Muani, ouais, elle est extraordinaire. Elle est mortelle, je l'ai écoutée en direct sur le Cazard enchaîné. En ce moment, il est on fire, Cazard. Là, d'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a le président du Sénégal qui est revenu. Quand il fait le président du Sénégal, je pense que je suis... Il y a deux personnages de Cazard qui me tuent. C'est le président du Sénégal et Gigio Donnarumma. Gigio Donnarumma, qui fait en mode Chewbacca, mais c'est incroyable. Franchement. Et alors, le président du Sénégal, mais c'est magique, hein. C'est magique. Vraiment, c'est magique. Alors, c'est très... Bref, c'est très Cazard. Il ose tout. Il ose tout. Mais c'est extraordinaire. Ça avait commencé, je sais pas si vous vous souvenez, ce personnage, le président du Sénégal, il avait commencé avec le refus du joueur du Paris Saint-Germain de porter le brassard, enfin le maillot d'ailleurs aux couleurs LGBT. Ça avait commencé comme ça. Et le président du Sénégal avait réellement pris parti. Mais bon, pas du tout dans les mesures Idrissa Gueye, absolument. Pas du tout dans les mesures que Cazard lui a fait prendre. Et après, derrière, il est parti comme ça. Mais là, c'était extraordinaire. Donc voilà. Ouais, Neymar aussi, c'est vrai. C'est vrai, Neymar, c'est pas mal aussi. Bref. Oui, bien sûr, Idrissa Gueye, le joueur, hein, pas le président du Sénégal. Donc voilà, en tous les cas, voilà, effectivement, Cheikh Diabaté.
Mais en tous les cas, oui, Kevin, c'est clair. Tu vois le Manchester City sans et le Manchester City avec. S'il se blesse pas, et franchement, je le souhaite pour le football, hein, parce que franchement, c'est quand même beaucoup plus marrant de regarder du football en 2024 quand tu peux avoir un joueur comme Kevin De Bruyne sur le terrain, parce que c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un débat dans Buonasera Calcio un petit peu plus tard, enfin plus après dans la saison, quoi. Mais je trouve que peut-être que je deviens un vieux con, ça c'est très possible, hein, c'est pas quelque chose que j'exclus, mais si je regarde le football des années 2015 à 2025, là maintenant, ces 10 dernières années, je trouve que le niveau technique moyen et la diversité de talents de joueurs est incommensurablement plus faible que ce que tu pouvais avoir dans les années 90 ou dans les années 2000. Vraiment, mais rien à voir. C'est-à-dire que si tu prends dans les années 90 la diversité de talents que tu avais et la qualité des joueurs qui pouvaient s'opposer dans les trucs, la qualité technique de ces joueurs-là et pas forcément physique, en fait, c'est ça qui s'est passé en fait dans le football de 2015 à 2025, c'est qu'en gros, le physique prend le dessus sur beaucoup de choses et que, en fait, si tu n'es pas... alors c'est très bien d'être un excellent joueur de football, mais si en plus tu n'es pas un athlète, mais de très haut niveau, en fait, tu ne verras jamais le jour dans le football de maintenant, on va dire, de 2024. Et il y a quelques très rares joueurs, comme Kevin De Bruyne, qui sont et différents techniquement et d'un talent absolument incommensurable, et en plus physiquement au niveau, et c'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça d'ailleurs que c'est les meilleurs et qui dominent. Mais il y en a très très peu en fait. La plupart c'est exactement les mêmes joueurs. C'est des joueurs qui vont très très vite, qui repiquent dans le centre, qui font des frappes enroulées. T'as l'impression que c'est toujours les mêmes que tu vois. Honnêtement, enfin moi j'ai toujours l'impression de voir les mêmes frappes, les mêmes actions, même les systèmes de jeu sont les mêmes et tout, parce qu'il n'y a plus la créativité que il pouvait y avoir dans les années 90 et dans les années 2000. Donc voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez qu'on en parle un soir avec grand plaisir, mais c'est vrai que plus ça va, plus j'ai ce type de réflexion, et la troisième réflexion bien sûr c'est est-ce que je suis un vieux con, hein, parce que ça se trouve c'est ça la seule raison de ma réflexion, donc c'est important de se la poser quand même, donc voilà, mais j'ai pas l'impression, je pense que je suis objectif. Moi par exemple j'aime les clubs, mais un joueur qui me fait rêver, il y en a pas. Alors qu'avant, comme tu le dis, entre des Aymar, Pablo Aymar, Riquelme, Pirlo, tu avais des joueurs beaux à voir, absolument, avec des talents complètement différents. Si tu prends Aymar, Riquelme et Pirlo, en gros, ils faisaient à peu près la même chose, hein, c'était des numéros 10, alors plus ou moins avancés, et c'était pas du tout les mêmes joueurs. Et si tu rajoutes par-dessus ça Totti, par exemple, t'as 4 joueurs complètement différents qui jouent au même poste. Là, maintenant, tu veux un ailier, t'as toujours le même ailier. Alors t'en as un qui va passer un peu plus ses crochets plus souvent que d'autres, mais sinon c'est le même ailier. De toute façon, il va faire le même geste. En gros, c'est 8 fois sur 10, il va revenir sur son pied intérieur et il va faire des frappes enroulées. Et 2 fois sur 10, il va partir sur l'extérieur et il va faire un centre. En retrait, probablement, à ras de terre la plupart du temps. Ou si c'est un centre aérien, ce sera toujours au second poteau. Parce que c'est comme ça que ça marche. Un milieu de terrain, un numéro 10, de toute façon, il y aura toujours un appel à l'opposé, dans le dos du défenseur, dans la surface. Et c'est toujours au deuxième poteau que tu centres pour faire un centre à nouveau en retrait. Tout est schématisé maintenant en fait. On voit les systèmes de jeu, c'est toujours les mêmes. J'ai l'impression des fois de voir le même match en permanence. C'est très rare que tu aies des joueurs comme Kevin De Bruyne qui tout d'un coup sont disruptifs et peuvent tout d'un coup faire exploser un système de jeu en fait, juste parce que ils ont cette intuition, ce talent, cette vista que seuls eux ont en fait. Okocha pourrait dire, ouais absolument, t'as tout à fait, on pourrait dire Okocha absolument, mais aussi Gourcuff à Bordeaux, ouais c'est clair, c'était un talent unique, hein. Bon malheureusement ça c'est vraiment terminé en eau de boudin, mais Okocha, Gourcuff, tout ça c'est des milieux de terrain qui avaient à peu près le même rôle, mais qui étaient complètement différents en fait. Il y en a pas un qui était les mêmes. Alors maintenant, tu peux, enfin, je sais pas. D'ailleurs, tu le vois même à, je sais pas, à Liverpool, des fois tu mets Diallo, Gakpo, Salah, et puis ensuite tu retires toute cette attaque, et puis tu mets Nunez, Diaz, et puis je sais pas, des fois même Szoboszlai. Mais bon, on va pas dire Szoboszlai parce que c'est pas forcément vrai. Mais tu vois, il y a un troisième. En fait, le jeu c'est le même. T'as pas l'impression que ça change. Alors oui, Salah est plus efficace que les autres, mais il fait les mêmes gestes en fait. C'est juste qu'il est plus efficace, quoi. Donc voilà. Diogo Jota, ouais, absolument.
Under à Marseille, c'était ça, on n'en pouvait plus de lui, toujours les mêmes dribbles et le même tir. Ouais, Diogo Jota, tu as fait raison. Non, c'est... Bref, voilà, bon, après, allez, ça c'est une digression de plus dans Buonasera Calcio, mais si vraiment un jour vous voulez qu'on en discute, qu'on parle un petit peu des diversités de talents qu'on a pu rencontrer tous et qui nous ont émerveillés, bah ouais, bien sûr, avec plaisir. Et j'étais un grand fan de Miku, bien sûr, au Werder de Brême, et même à Bordeaux, hein, parce qu'ils ont été champions avec Miku. Au Werder de Brême, il a laissé une empreinte indélébile. Yoann Miku, il avait un talent absolument incroyable. Hein. Donc non, franchement, c'était vraiment complètement différent. Hein, vraiment, hein, c'était, je sais pas, mais, voilà. Ouais, c'était, tu vois, un Cantona par exemple, mais un Ginola, des joueurs comme ça, mais t'en as plus, enfin, tu vois, Valdo, je prends les Parisiens là, mais je pourrais prendre les Marseillais, hein, des Abedi Pelé, des Alen Boksic. Est-ce qu'on a des numéros 9 comme Alen Boksic maintenant en 2024? Mais non, grave pas, ça n'existe plus. Donc voilà. Non, franchement, c'était incroyable. Ou Chris Waddle. Chris Waddle, est-ce qu'il y a un joueur qui arrive à la cheville de Chris Waddle en 2024? Il n'y a personne. Dans sa folie et tout, il n'y a personne qui arrive à sa cheville. Donc, ouais. Bref, allez, c'est pas la peine de se faire du mal. Non, mais c'était bien, c'est pas du mal, c'est plutôt du bien qu'on se fait, parce que c'est cool de repenser à tout ça. Donc voilà. Ryan Giggs, absolument, Cotonou. Sur un autre stream, on s'est refait un plaisir, le Brésil-France Mondial 2006. Même en connaissant le résultat et vu le match, je suis resté scotché tellement le niveau était dingue et beau à voir. Ouais, ça c'était un match. Hein. Et puis en face, c'est la même chose. Hein. Parce que, ok, bon, on parle de l'équipe de France qui avait une équipe qui était très très costaude. Hein. Thierry Henry, Zidane, Abidal, Makelele, etc., etc. C'était du très très lourd en 2006, hein, cette équipe. Pas de Vieira, absolument. Et en face, t'avais Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Roberto Carlos. Enfin, t'avais l'extraordinaire. Voilà, Robinho, absolument. Fred, bon, un petit peu moins, mais bon, oui, il était en attaque. Donc non, c'était complètement fou, quoi. C'était complètement fou. Ce niveau de match, et ce que Zidane leur a fait, c'est, je pense, c'est pas son chef-d'œuvre. Pour moi, c'est son deuxième meilleur match. Hein. Je pense que je l'ai partagé ici. Pour moi, son meilleur match, c'est l'Euro 2000, France-Portugal en demi-finale. Là, je pense qu'il a touché le Graal absolu, le match absolument parfait, 100% à tous les niveaux, contre une équipe stratosphérique, des joueurs absolument magiques en face, des joueurs vraiment d'extrêmement haut niveau en face au Portugal, et Zidane fait quelque chose qui est du 100%, c'est-à-dire rien n'est acheté dans son match, aucun contrôle, aucune passe, aucune orientation de jeu, tout est intelligent, il fait tout. Alors que France 2006, France-Brésil, oui, effectivement, mais je trouve que l'équipe qu'il a en face de lui, même si sur le terrain, elle claque au niveau des noms, en fait, au milieu de terrain, elle est vite débordée. Et c'est là où il fait tout son bordel, parce qu'en fait, c'est une équipe qui est pas du tout équilibrée, l'équipe du Brésil de 2006. Et en fait, Zidane en profite et les martyrise, quoi. Alors qu'en face, au Portugal en 2000, contre le Portugal en 2000, il a en face une équipe qui est au sommet de son art. Un truc, mais vraiment, d'ailleurs, c'est cette équipe qui en 2004 va en finale de l'Euro, de son Euro au Portugal. Et c'est une équipe qui est stratosphérique, cette équipe du Portugal 2000-2004, et il arrive à les éteindre. Donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'au niveau esthétique, tu peux te dire, ouais, France-Brésil, c'est au-dessus, et puis en plus, c'est le Brésil, donc c'est plus de renommée, mais c'est une équipe qui était dans un moins bon état que le Portugal 2000 et 2004. Donc voilà, bon, après, chacun a son avis, hein, bien sûr, mais en tout cas, c'est le mien. Ils ont gagné contre l'Italie en 2000, absolument. Et alors qu'on a perdu contre l'Italie en 2006, en plus, on vole la vraie Ligue des Champions, donc, tu vois, ceci explique cela. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, en gros, le meilleur c'est De Bruyne, et je pense que la fin de saison va être très compliquée pour Liverpool. Arsenal, j'en parle pas parce que je pense que c'est déjà un petit peu trop tard pour eux, mais enfin, en tous les cas, le Boxing Day les a quand même, la période des fêtes les a quand même sérieusement émoussés. Donc je pense que Liverpool va avoir beaucoup de mal à lutter contre le retour de Manchester City. Là, ils ont perdu pas mal de points, mais
pas assez en fait, pas assez. Et avec Kevin De Bruyne en forme, s'il reste en forme, un Erling Haaland qui va revenir là aussi fin janvier, je pense que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc voilà. Le Portugal avec cette génération aurait vraiment dû gagner un titre, une anomalie du foot. Bah ouais, c'est toujours pareil, tu gagnes toujours les titres que tu dois pas gagner. Hein. On peut se dire qu'en 82, je pense que la France devrait gagner la Coupe du Monde. C'est la meilleure équipe, la demi-finale de Séville est complètement folle. Voilà, 82, tu dois gagner la Coupe du Monde, tu la gagnes pas. Ouais, en plus, l'Italie de 82 est pas non plus complètement folle. Je pense que la France, si elle tape l'Italie en 82 en finale, je pense qu'elle peut les battre. Et puis finalement, tu vas gagner la Coupe du Monde 98 qui est en bois, elle est dégueulasse. La Coupe du Monde 2018, la même, elle est dégueulasse. La Coupe du Monde que tu réussis le mieux, c'est la Coupe du Monde 2006 et 82, tu les perds les deux. Les deux Coupes du Monde que tu gagnes, c'est deux Coupes du Monde où tu joues mais comme de la merde. Mais c'est horrible, hein. Coupe du Monde 98, Coupe du Monde 2018, horrible. Mais quand je dis horrible, c'est horrible. S'il y a des gens qui viennent me dire que l'équipe de France a bien joué à ce moment-là, bah, je sais pas ce qu'ils regardent, mais c'est compliqué. Et pareil pour le Portugal. Portugal a une équipe de stratosphérique. En 2004, ils font un Euro splendide. Ils se font planter par la Grèce, qui est l'équipe la plus horrible que j'ai jamais vue. Et ils gagnent l'Euro 2016 avec une équipe, mais horrible au Portugal. Donc, en gros, c'est toujours un peu la même chose. Pareil pour l'Italie, c'est pas forcément la meilleure équipe. L'équipe de 2002, elle doit gagner la Coupe du Monde. C'est la meilleure équipe d'Italie que j'ai vue, je pense. Comme celle de 94, quoi, on va dire. Hein. Ces deux équipes-là perdent. Et l'équipe de 2006, qui est pas terrible, honnêtement, franchement, le jeu de l'Italie pendant la Coupe du Monde 2006, c'est quand même pas génial. Ils s'arrachent contre l'Australie. Enfin bref, tout est à l'arrache dans cette Coupe du Monde pour l'Italie. C'est une Coupe du Monde, en plus, teintée de Calciopoli, etc. Enfin bref. Rien ne va dans le football italien, et puis c'est celle-là qui gagne. Pareil en 82 avec le Toto Nero. L'Italie le football italien est au bord de l'explosion avec le Toto Nero, et en 82 ils vont gagner la Coupe du Monde. En gros, c'est toujours les Coupes du Monde que tu dois pas gagner que tu gagnes, et enfin les gros titres, et ceux que tu dois gagner où t'es les meilleurs, tu les gagnes jamais. Je me suis aperçu de ça. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais donc voilà. 2002, je m'en suis jamais remis. ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Voilà, c'est même plus du vol. Hein. S'il y avait la VAR, on n'aurait pas appelé ça la VAR, on aurait appelé ça la BAC. Hein. c'est sûr. ouais, là, c'est carrément la police qui regarde les images et qui va directement enfermer les arbitres. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Bref, en Angleterre d'ailleurs, Chelsea ça passe crème, mais Nottingham et Everton par contre là on ne les loupe pas les pauvres Toffees. Ouais attends, c'est pas fini pour Chelsea, hein. tu vas voir, c'est pas fini. Le Portugal avec cette au Cotonou, on peut dire pareil de l'Argentine pour Argentine 2006. Oui c'est vrai, ils avaient une superbe équipe, je suis d'accord. Mais moi c'est l'Argentine 98 qui vraiment où je trouve que c'est un vrai regret. Pareil pour la Hollande 98 par exemple. Argentine 98, c'était une sacrée Argentine. Hein. Et il y avait tout le monde là. Hein. Là, il y avait tout le monde. C'était un bordel. En Angleterre, d'ailleurs, là, niveau stratosphérique, Eder buteur, alors qu'il n'est pas connu. Ouais. D'ailleurs, il est toujours inconnu. Pour moi, le dernier beau vainqueur d'un mondial, c'est le Brésil de 2002. Tu trouves vraiment que le Brésil de 2002, c'est un beau vainqueur mais le Brésil était un magnifique vainqueur pour me consoler, oui. Prendre Santini en coach aussi, Batistuta. Je pense que 2002, c'est un traumatisme pour moi. C'est tu vois, l'équipe de France qui se fait éliminer. En plus, cette Coupe du Monde au Japon, Corée du Sud, où t'as des matchs à 9h et à 11h du matin. Moi, à l'époque, je travaillais dans la restauration, donc bref, autant vous dire que j'étais pas réveillé à 9h ni à 11h. Donc il y a beaucoup de matchs que j'ai pas vus, et le Brésil de 2002, j'ai pas trouvé que c'était incroyable. Mais après il y avait des très beaux joueurs, hein, bien sûr, parce que il y avait Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaka et tout, donc c'était fou, c'était fou cette équipe. Mais quand même, enfin je l'ai pas trouvé que c'était le meilleur Brésil, quoi. Mais bon. Encore une fois, hein, c'est pas forcément le truc. L'Allemagne est très belle avec un magnifique closeux, mais le Brésil, c'est tout en maîtrise. Ah ouais. Moi, j'étais en examen. Je sors de mon examen en Suisse. Je vois tout le monde faire la fête. Je me dis, oups, la France a dû se louper. Et oui, c'était France-Sénégal. Ah, nos amis suisses, ils nous ratent jamais. Hein. Quand on se rate, nous, eux, ils nous ratent pas. C'est comme ça. C'est pas grave. C'est de l'amour vache, ça s'appelle. Mais ça change pas qu'on est frères. Ça changerait. Donc voilà. Mais bon, ouais, effectivement.
Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'était pour Kevin De Bruyne. On va terminer vite fait quand même. Allez, on se termine ça avant qu'on finisse Buenos Aires à quelque chose. C'était franchement une super émission. J'ai adoré discuter un peu de tout ça avec vous ce soir. Mais je voulais revenir sur les stats absolument hallucinantes du Bayer Leverkusen. Et donc, d'ailleurs en creux, même du Bayern Munich. Parce que suivre ce Bayer Leverkusen, c'est absolument limite impossible en fait. C'est-à-dire que le Bayer Leverkusen, depuis le début de saison, a fait 26 matchs, toutes compétitions confondues, donc Europa League, Coupe d'Allemagne et championnat. Et le Bayer Leverkusen a 0 défaite. 0 défaite. 6 matchs d'Europa League, 6 victoires. 3 matchs de Coupe d'Allemagne, 3 victoires. Et 17 matchs de championnat, 17, pas 17 victoires, parce qu'il y a eu 3 matchs nuls, mais donc juste 3 matchs nuls, 0 défaite. C'est absolument incroyable. C'est un record qui n'a jamais été fait en Allemagne. C'est même limite, peut-être, ils sont sur les bases d'un record historique au niveau européen, probablement le Milan de Capello, celui qui n'a pas été battu en championnat pendant 2 ans et demi. Donc bon, avant que ça arrive, il va se passer du temps, mais quand même, c'est absolument incroyable. Donc voilà. Alors juste faire un petit tour. Et pour Milan, 2 rumeurs de coach, les as-tu entendues cette semaine? Bah oui, Conte et puis Motta. Alors je sais que tout le monde dans l'organigramme du Milan veut que ce soit Conte. Moi je trouve qu'il est pas du tout en raccord avec le projet du Milan, sauf si ça change et qu'on est racheté par autre chose. Mais sinon, Motta, moi je trouve que c'est parfait et que lui, il est vraiment en adéquation avec le projet du Milan. Donc oui, moi j'aimerais beaucoup que ce soit Motta, mais apparemment il n'y a que Furlani qui veut que ce soit Motta. Et tout le reste du board, dont Ibrahimovic maintenant, voudrait que ce soit Conte. Donc écoute, on verra bien, on verra. Ouais. Mais bon, pour l'instant, moi je trouve que Pioli fait un très bon résultat. Il faut savoir que là, sur ces, je sais plus combien, 6 derniers matchs, il y a que Milan qui suit l'Inter et la Juve. L'Inter et la Juve, je crois, prennent 17 points en 7 matchs. Et le Milan est la seule équipe à prendre 16 points derrière, et après tous les autres sont très très loin. Donc ça joue bien en fait avec Pioli, ça marche bien en tous les cas en championnat. Alors oui, la coupe on s'est fait sortir, oui, la Ligue des Champions on n'y est plus, mais bon, si on termine d'un bon 3e et que on gagne l'Europa League, ça peut être une très belle saison. Moi je vote pour. Bref. Cotonou, toujours 3-0 pour l'Atalanta, avec Francis Holm qui fait toujours aussi flipper. Oui, bah tu m'étonnes. Je sais pas si vous avez vu Holm, le défenseur de l'Atalanta, il a vraiment une tête chelou. Et donc voilà, moi je l'appelle Francis Holm. donc voilà, vous regarderez sa tête. Moi, en fait, il est pas je sais pas, il est pas esthétiquement, tu vois, mais en fait, il a vraiment une tête chelou. Il est vraiment inquiétant. donc voilà. D'ailleurs, au Barça, je pense qu'il voulait Xabi Alonso, tu veux dire, mais ils se sont... Ah, pardon, d'accord, ouais, c'est une blague. Donc, d'ailleurs, vers ça, je pense qu'ils voulaient Xabi, et ils se sont trompés d'une lettre, et ils ont mis un V à la place du B, donc ils se sont retrouvés avec Xavi. C'est clair. On est presque sûr d'être au moins 3e au mois de janvier, c'est pas mal, et c'est l'objectif, oui. Bon, presque sûr, c'est pas parce que t'as 8 points au mois de janvier, la saison est longue. Mais c'est clair que c'est très très bien parti. Je suis d'accord avec toi, Pipovici, mais tu sais qu'on peut s'effondrer à n'importe quel moment. On est le Milan. Tout est possible. Donc voilà. Donc, pour l'instant, moi, à l'avant-dernière journée, quand mathématiquement je sais que je serai 3e, là, j'y croirais. Là, pour l'instant, je me dis, c'est bien parti, mais on sait jamais. Donc voilà. Et en Allemagne, United, ils ont raison de laisser partir Sancho. C'est vrai qu'il est mauvais. Ouais, après, je sais pas. Je n'ai jamais été vraiment convaincu par Jadon Sancho. Après, bon, j'espère pour lui que ça ira bien au Borussia Dortmund. Voilà, le Borussia Dortmund a fait une déclaration officielle là. Je crois que c'est le manager qui a dit il n'y a jamais eu aucun problème disciplinaire avec Jadon Sancho. Après, Ten Hag est vraiment un gars bizarre. Ça, il n'y a pas de doute, il n'a pas attendu Sancho pour être un mec chelou, donc voilà, très possible que ce soit Ten Hag qui soit juste un mec bizarre, mais je pense que Sancho n'a pas dû y mettre du sien non plus, donc bref, voilà quoi. Moi, en tous les cas, Sancho, je pense que ce sera un espèce de petit flop à la Marcus Rashford, ou toutes ces pépites là, qui finalement donnent pas grand chose en fait, c'est un peu du vent quoi, tu vois. Bon. Je
trouve qu'il y en a un qui se transforme de pépite à très bon joueur, c'est Foden, par exemple. Ça, oui. Ça, voilà. Ça, c'était une pépite anglaise qui est devenue un très bon joueur. Parce qu'il est de plus en plus sobre, en fait. Alors que les autres, bref, sont un peu sur courant alternatif, quand même. Donc voilà. Oui, donc oui, le Bayer Leverkusen fait quelque chose d'absolument incroyable, et le fait que si un jour le Bayer, enfin si, je leur souhaite, gagne le championnat, en fait, ça peut pas être retenu contre Thomas Tuchel comme défaite, en fait. C'est pas possible, c'est juste que ce que fait le Bayer Leverkusen est absolument incroyable. Et moi, je voulais vraiment souligner ça, parce que 26 matchs, 0 défaite, 3 matchs nuls, c'est absolument incroyable. Mais vraiment incroyable. On est au mois de janvier quand même. Ils ont toujours pas perdu. Et ils ont croisé des clubs en Europe, ils ont croisé toutes les grosses équipes en Allemagne, etc. Donc c'est quand même incroyable. Donc voilà, donc j'avoue que je voulais souligner ça. Au-delà du jeu, moi ce que j'ai aimé, c'est que ils sont allés chercher leur victoire à la 94e minute. Donc ça veut dire que, en plus d'être une équipe talentueuse, avec un vrai plan de jeu, un super coach, des joueurs vraiment très très forts, en plus là ils ont quand même des joueurs qui sont partis, qui sont blessés, enfin qui étaient partis à la CAN mais qui finalement est blessé, donc Boniface, mais c'est vrai que tu vois, c'est surtout ce caractère là, ça fait 2-3 matchs qu'ils vont chercher les victoires difficilement dans les arrêts de jeu, en fin de match et tout. Ça veut dire qu'en plus du talent, il y a aussi du caractère, donc ça peut les emmener vraiment très loin. Donc voilà, vraiment extraordinaire, bravo, félicitations. Et finalement, ça souligne aussi le travail de Thomas Tuchel au Bayern, qui est en train de faire aussi une saison extraordinaire en fait. Ils font une saison de fou. C'est juste que devant eux, ils ont un club qui est dans la forme de son histoire peut-être. Donc voilà. D'ailleurs, tous les records du Bayer Leverkusen sont battus. Donc c'est vraiment la forme, la saison de leur histoire entière, quoi. Donc voilà. Mbappé a voté Courtois pour le trophée The Best. Ça va encore alimenter la presse madrilène. Ouais, oui. Bon, après, Courtois, il est quand même particulièrement talentueux pour foutre le dawa. C'est quand même un sacré numéro, lui. Nos amis belges aussi, ils rigolent pas. Moi, je trouve que j'aime beaucoup les Belges dans leur franchise en général. Dans le football, ils sont Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Meunier, tout ça. Les mecs, ils sont nature peinture quand ils parlent. Il y a pas de... Et moi, je trouve ça cool, rafraîchissant, quoi. C'est pas du tout... c'est vraiment agréable, en fait. Donc, ouais, moi, j'aime bien. Même Lukaku, quand il discute, alors même si Lukaku est un peu plus... Enfin bon, bref, il est moins brillant que les autres, on va dire, mais au moins il est franc et direct, donc c'est vraiment pas mal. Bon, des fois un peu trop, parce que bon, il aime tous les clubs, lui. C'est tous les clubs, c'est ses clubs de cœur, donc c'est compliqué, mais bon, voilà. Ils le font l'année où le championnat allemand semble encore plus costaud que jamais sur ces dernières années. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a de la densité, beaucoup plus que par le passé, donc voilà. En parlant de la CAN, tu as vu le joueur qui a privilégié son club Leicester à son pays, match ce week-end, rouge du coup suspendu jusqu'au 11 février, la finale c'est le 10. Non, je l'ai raté celui-là, mais c'est très très bien. Ça c'est marrant, ça. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup de joueurs africains qui font ça, et franchement, je trouve ça pas cool. Si c'est les clubs qui mettent la pression, je trouve ça pas cool de la part des joueurs. Je trouve ça pas cool de la part des clubs, si jamais c'est eux qui mettent la pression. Enfin, je suis désolé, mais c'est une sélection de ton pays, tu y vas, en fait. C'est comme ça. Oui, c'est compliqué, les sélections africaines, bien sûr. La logistique, les salaires, les primes, tout ça, tout est compliqué, je suis d'accord. Mais quand même, c'est la CAN. Tu vois, là, c'est pas, on ne demande pas d'aller jouer un match de qualification. Voilà, c'est la CAN. Ou c'est pas un match amical au fin fond du Mozambique. C'est pas ce que je peux comprendre, où tu peux dire, écoutez, coach, je suis désolé, mais là, voilà. D'accord. Faites jouer déjà des gars de la région plutôt que nous, ça nous fait des longs voyages. Ok, d'accord. Pourquoi pas, tu peux te poser cette question-là. Mais pas pour la CAN, en fait. Enfin, je sais pas, moi bref. Matip avait voulu privilégier son club, il a dû prendre sa retraite internationale à cause de ça. Ouais, absolument. Il s'est fait les croiser, en plus. Le pauvre. Ouais. Bon, c'est naze, en tous les cas. Faut toujours honorer une sélection. Enfin, moi, je trouve. Je comprends pas trop les joueurs qui font ça. Même, bon... Onana, là, c'est limite, quoi. C'est, ouais, je fais mon match, la veille du match de Nigeria, enfin bref, bref. C'est compliqué. Moi, je trouve ça un petit peu compliqué, malheureusement. Elle existe, cette CAN, elle est comme ça, tu dois la jouer, c'est tout. Stop.
Place au calendrier maintenant. Regardons ce qu'on va voir de beaux matchs ce week-end. Allez, ouais, on se fait ça, t'as tout à fait raison. Avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on se regarde le week-end prochain? Alors, on y va. Vendredi, est-ce qu'il y a un beau match vendredi en ouverture? Oui, il y a un Cap-Vert-Mozambique. Non, je rigole. En revanche, il y a un Sénégal-Cameroun. Ça, pour de vrai. Sénégal-Cameroun, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. C'est pas sûr, mais ça peut être pas mal. Ouais, il n'y a rien d'autre. Vendredi, mais bon, un vendredi soir, vous savez pas trop quoi faire. Un petit Sénégal-Cameroun à 18h, ça se regarde. Samedi. Samedi, en France, c'est Coupe de France, la semaine prochaine. Donc bon, Bordeaux-Nice, Orléans-PSG, des trucs comme ça, ouais. En Cannes, il n'y a pas grand-chose. Ah si, peut-être un Tunisie-Mali à 21h. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Sinon, en Angleterre, très peu de matchs, hein, vous savez, ils sont dans leur trêve, là, où en fait, ils jouent 4 équipes par 4 équipes, et comme ça, chaque équipe a 2 semaines pour se reposer. Je trouve ça très intelligent, d'ailleurs. C'est vraiment bien, parce que tu continues à avoir du foot, mais les équipes jouent pas quand même pendant 2 week-ends, toutes. Tu vois, tu vas jouer un week-end, tu joues pas les 2 autres, il y en a un qui va pas jouer, pas jouer, etc. Donc franchement, je trouve ça très intelligent. En Espagne, il n'y a rien de spécial, franchement, samedi, que dalle. En Allemagne, à RB Leipzig, Bayer Leverkusen, à 18h30, sur beIN Sport 10. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Ça peut être très sympa pour un samedi après-midi. En Italie, rien de ouf. Udinese, AC Milan et AS Roma, Hellas Vérone, je vous laisse passer. Et puis dimanche peut-être c'est là où il y a les chocs quand même, faut pas déconner. Pas en Cannes en tous les cas. Quoique, Maroc RD Congo peut-être. Pourquoi pas à 15h, un dimanche à 15h, ça peut se regarder. Rennes-Marseille quand même, en Coupe de France, donc oui, à 21h05. En Angleterre, toujours pas, c'est pas terrible. En Espagne, Gérone FC Séville, oui, mais non, FC Séville est 17ème. Ça aurait pu être une belle affiche, mais ça l'est pas. En Allemagne, il n'y a rien de ouf. Et en Italie, non plus. Donc c'est pas le week-end du millénaire, ce week-end, mais bon, c'est plutôt... on va trouver quelque chose à regarder, et peut-être des matchs de la Cannes, un petit match de Coupe de France Rennes-Marseille, on va pouvoir réussir à faire... bien sûr, moi je vais regarder Udinese Milan, ça on va pas se mentir, mais voilà. Bon, écoutez, merci encore pour cette soirée, c'était vraiment top, ça m'a vraiment fait plaisir de parler football avec vous, j'espère que vous êtes bien amusés. On se retrouve lundi prochain pour parler peut-être un petit peu de la CAN, peut-être un petit peu de la Coupe de France, peut-être un petit peu du championnat d'Allemagne, parce que donc ce RB Leipzig, Bayer Leverkusen m'allèche particulièrement, donc voilà. Je vous souhaite alors le tennis, bien sûr, on va se débriefer l'Australian Open, allez, carrément, il y a Kitzbühel, il y a Federer, oui, il y a Kitzbühel avec notre Federer du ski, absolument, Odermatt, et Côte d'Ivoire-Nigeria jeudi. Ah oui, bien, merci Pipovici, celui-là je l'avais raté. Donc voilà. Ouais, non, ça va être bien. Une bonne semaine de sport. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas, bien sûr, Buonasera Calcio, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des pouces, des oui c'est bien, des commentaires, tout ce que vous voulez. Bien sûr sur YouTube. Et puis bien sûr sur la chaîne Twitch de Buonasera Calcio. Je vous souhaite une excellente soirée. Et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.